Bonjour mesdames et messieurs, chers participants. C'est un honneur pour moi de vous accueillir ici aujourd'hui pour notre table ronde intitulée « Rattrapons le temps perdu, les femmes leaders d'une gouvernance inclusive au cœur de l'économie aux tables des négociations ». Nous allons commencer notre table ronde tout de suite avec une contribution de madame la députée Elena Bonetti qui aujourd'hui ne pourra malheureusement pas être ici avec nous, mais qui nous a envoyé une contribution vidéo. Elle est députée italienne et l'ancienne ministre italienne de l'égalité des chances et de la famille du gouvernement Draghi. Elle a notamment construit l'article 47 du décret simplification qui souligne l'importance d'assurer l'égalité des genres dans les conditions de travail et l'inclusion des jeunes et qui favorise la participation des femmes aux appels d'offres. Vous pouvez lancer la vidéo. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs du congrès et en particulier Madame Chiara Corazza, une femme extraordinaire, une amie, protagoniste du chemin de l'égalité femmes-hommes, en particulier dans le cadre de l'économie, qui a beaucoup travaillé pour renforcer les relations entre les États sur ce défi. Je m'excuse pour ne pas être avec vous, mais je suis occupée dans la votation à la Chambre des députés de l'Italie pour une nouvelle loi que j'ai proposée en Italie pour renforcer les instruments de protection des femmes victimes de violences. Pendant la pandémie, nous avons compris que les femmes sont souvent les plus exposées aux conséquences des crises, mais qu'en même temps, elles sont les ressources plus fortes et résilientes pour réagir aux crises. Maintenant, nous savons que les sociétés, toutes les sociétés, pour relever les défis contemporains, nécessitent de valoriser les ressources sociales que les femmes représentent. L'égalité femmes-hommes est un levier extraordinaire pour le développement économique et social. C'est pour ça que l'égalité est une grande cause, pas seulement pour la France, pour l'Italie, mais c'est une grande cause pour l'Europe. C'est la raison pour laquelle, pendant la présidence italienne du G20, nous avons organisé pour la première fois une conférence de ministres de l'égalité pour discuter d'une stratégie commune pour l'empowerment des femmes comme levier du développement économique du pays. Accélérer pour apporter des résultats n'est pas seulement une question de justice sociale, mais ça fait partie d'une stratégie pour l'économie, l'innovation, l'éducation. Il est temps que notre monde cesse de faire des femmes des victimes et leur construit enfin la place qu'elles méritent, celle d'être aussi des leaders. Les Nations Unies estime qu'au niveau mondial, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes est bloqué au 16%. Les femmes étant payées jusqu'à 35% moins que les hommes dans certains pays. À cela s'ajoute le fait que les femmes sont surreprésentées dans l'économie informelle. La loi peut faire beaucoup pour changer les choses. C'est notre responsabilité de changer les conditions de vie pour les femmes d'aujourd'hui et pour le temps à venir. En Italie, la loi Golfo-Mosca a produit des effets très importants pour passer du 6% de la présence des femmes dans les conseils d'administration des entreprises à peu près au 40%. La France, avec la loi Rixain, a choisi de pousser et accélérer encore plus la présence des femmes dans les partis exécutifs. C'est une loi révolutionnaire qui aura des effets très importants et positifs dans l'économie. Je regarde à cette loi comme un modèle aussi pour notre pays. Nous, en Italie, nous avons fixé des objectifs ambitieux dans notre première stratégie nationale pour l'égalité. Dans cette stratégie, nous avons proposé des mesures pour incentiver la politique d'égalité dans les entreprises. Nous avons en particulier introduit une certification nationale pour les entreprises d'égalité femmes-hommes. Cette certification regarde les aspects d'organisation,
mais aussi du recrutement, de la culture, de la promotion des politiques pour les parents, pour favoriser l'équilibre des vies professionnelles et familiales. Les entreprises qui ont la possibilité d'obtenir cette certification ont des avantages fiscaux parce qu'ils doivent payer moins d'impôts, mais aussi des avantages dans le marché public. Et c'est une mesure pour ça vraiment poussant et favorisant la présence des femmes comme un levier économique davantage aussi dans le marché de l'économie et des entreprises. Les avancées que nous avons proposées en France et en Italie doivent aussi trouver leur écho dans les décisions prises au niveau européen et au niveau international. Aujourd'hui, il est temps d'un autre combat pour cette grande cause. Aujourd'hui et pas demain. C'est un chemin qui est long, dur, mais nous avons commencé. Il faut continuer, marcher ensemble, et nous pouvons réussir et nous devons réussir, pas seulement pour les jeunes filles d'aujourd'hui, mais pour toute la société. Alors, bon courage à nous toutes et tous pour cette semaine. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous discutons d'une question extrêmement cruciale qui concerne non seulement l'égalité des genres, bien sûr, mais aussi le futur de nos entreprises, le futur de nos gouvernements et celui de nos sociétés, de notre société dans son ensemble. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et on en a entendu beaucoup de chiffres aujourd'hui, mais je voulais quand même souligner qu'il y a seulement 7% des femmes dans le monde qui occupent les postes de PDG, de CEO, parmi les 500 entreprises Forbes à travers le monde. Cependant, là où des lois prévoient des objectifs chiffrés, nous observons une présence significativement accrue des femmes dans des postes de conseil d'administration, atteignant en fait entre 40 et 45%. La France, d'ailleurs, se distingue en tant que pionnière avec une loi ad hoc pour promouvoir la parité dans les entreprises. Aujourd'hui, nous allons donc nous poser des questions extrêmement essentielles. Et pour explorer ces questions, on a réuni un panel de leaders, d'experts exceptionnels. Je suis très honorée et très heureuse de modérer ce panel et je vais maintenant vous présenter nos panélistes. Madame Marie-Pierre Rixain, elle est élue députée de l'Essonne et elle est l'autrice de la loi Accélérer la participation des femmes à la vie économique et professionnelle du 24 décembre 2021. Madame Uns Lancefer, elle est partenaire au sein du cabinet Clifford Chance Afrique et membre fondatrice de l'initiative We4She, lancée au Maroc, une association de femmes dirigeantes œuvrant pour améliorer la représentation des femmes dans les entreprises. Madame Marie-Christine Mayas dirige pour le groupe Mazars, le Mazars Center for Diversity and Inclusion. Elle dirige également le think tank Observatoire de la mixité. Et Madame Margriet Suterman-Reinen, j'espère que vous nous entendez, elle est en ligne avec nous. Elle est l'ancienne présidente du conseil exécutif d'Aon Holdings. Elle est la présidente du conseil consultatif de l'initiative nationale néerlandaise pour l'autonomisation des femmes cadres supérieurs dans le domaine de la diversité. Et elle est aussi la représentante du secteur privé pour le Royaume des Pays-Bas au sein de G20 Empower. Madame Rixain, en tant qu'autrice de la loi Accélérer la participation des femmes à la vie économique et professionnelle, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer en quoi la loi française sur la parité dans les entreprises a été efficace et quelles sont ses limites? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis ravie d'être ici dans la Ville Rose avec autant de panélistes
formidable et cela prouve aussi le pouvoir des femmes d'être toutes ensemble pour pouvoir agir par la conviction de nos idées. Écoutez, la loi donc, du 24 décembre 2021, qui avait objet, effectivement comme objet d'accélérer l'égalité économique entre les femmes et les hommes, eh bien, impose donc, un certain nombre de mesures, alors liées effectivement à la place des femmes dans l'entreprise, mais plus globalement, et je vous dirai pourquoi ça me semble important, sur l'égalité économique entre les femmes et les hommes. Lorsque l'on parle de leadership économique des femmes, ce que nous faisons là aujourd'hui, il faut bien rappeler que l'on s'adresse aussi à l'ensemble des femmes. Dire qu'une femme a sa place autour de la table d'une grande entreprise, qu'elle peut également détenir le pouvoir économique, qu'elle peut exercer et mettre au profit de l'entreprise ses compétences, son expérience, c'est indiquer à l'ensemble des femmes, y compris celles qui ont moins de ressources, que leur participation à la vie économique est tout aussi importante, qu'il s'agisse à l'échelle du foyer, qu'il s'agisse à l'échelle d'une association, d'une communauté, d'un village, peu importe, la place des femmes dans la vie économique a autant d'importance que la place des hommes. Donc ceci étant dit, concernant le leadership, effectivement la loi que j'ai proposée impose deux objectifs chiffrés, qui est celui donc de quotas de 30% d'ici 2026 et 40% d'ici 2029 eh bien, de femmes dans les instances dirigeantes et également parmi les cadres dirigeants. Donc deux périmètres, parce que d'abord, d'une part, toutes les femmes n'ont pas vocation à intégrer des COMEX ou des CODIR, et puis d'autre part, c'est important aussi de préparer ce que l'on appelle les viviers, et on dit aujourd'hui trop souvent que l'on ne trouve pas de femmes, vous savez, on ne trouve jamais de femmes. Alors vous êtes toutes là, hein, toutes formidables, mais on ne vous trouve pas, donc n'hésitez pas à montrer que vous êtes là, surtout, à vous montrer que vos compétences et à vous entraider. Mais c'est important de créer ces viviers et de montrer qu'ils existent. Alors aujourd'hui, eh bien, écoutez, on commence à voir les premiers effets de la loi. D'abord dire que c'est une loi qui vise à accompagner les entreprises et non pas à les sanctionner. Ça signifie qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui avaient déjà anticipé la publication et l'adoption de cette loi. Nous avons aujourd'hui, parmi les entreprises du SBF 120, 45% des entreprises qui atteignent déjà le seuil des 30%. Donc on voit que les entreprises ont pris le pas de la loi. Que par ailleurs, on dit souvent que les femmes aujourd'hui dans les instances de direction occupent essentiellement des fonctions support et pas toujours des fonctions opérationnelles. Moi je tiens à vous dire que c'est pas vrai, que les femmes ont également leur place et évidemment occupent des places également dans des business units, dans des postes directement opérationnels. Et puis vous savez, je terminerai, si vous me le permettez, par conclure par un point qui me semble important. Moi, ce que je crois foncièrement, quelle que soit l'échelle, c'est que les femmes ont besoin aujourd'hui de trois choses. Les femmes ont besoin d'argent. Quand vous voulez investir, quand vous voulez épargner, quand vous voulez consommer, quelle que soit l'échelle, vous avez besoin d'argent. Il faut dire que l'argent des femmes est important, que l'argent des femmes n'est pas un tabou. Il faut rappeler que les femmes ont de l'argent et à quel point l'argent est important. La table ronde précédente l'a bien montré. Les femmes ont également besoin de visibilité. C'est ce que vous faites aujourd'hui merveilleusement ici. Vous mettez en avant des femmes, mais on peut le faire encore une fois à n'importe quel niveau. Et donc, il faut effectivement rappeler la présence des femmes, quels que soient les secteurs d'activité. Et enfin, les femmes, elles ont besoin de pouvoir. Elles ont besoin d'être également autour de la table, de montrer ce dont elles sont capables. Et donc, il faut en effet que les lois accélèrent un phénomène qui, malheureusement, sans loi, n'aboutit pas. Je terminerai par une phrase que je dis régulièrement, puisqu'elle a été régulièrement citée, je pense, tout au long de la journée, Christine Lagarde. Vous savez que sans les quotas, les entreprises se trouvent des excuses, et avec les quotas, les entreprises trouvent des femmes. Donc, effectivement, parfois, les lois sont nécessaires. Merci beaucoup pour
cette analyse très détaillée. Merci beaucoup. J'aimerais bien tourner l'attention maintenant vers une initiative exemplaire au Maroc qui s'appelle We4She. Madame Lancefer, comme je viens de le dire, vous êtes membre fondatrice de cette initiative. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer quels sont les objectifs de cette initiative et surtout quel est son impact? Merci beaucoup. Ravie déjà d'être là et merci beaucoup à Chiara pour l'invitation. Et je tiens à souligner que Chiara est un grand sponsor, parce qu'on parle beaucoup de sponsorship au sein de We4She, et un grand sponsor de la diversité et de We4She. Je vais revenir sur We4She. We4She, c'est un réseau de femmes dirigeantes qu'on a créé au moment du Covid et qu'on a lancé officiellement en décembre 2021. Nawazine en fait partie également. Et donc, c'est une association de femmes dirigeantes qu'on a créée pour accélérer la mixité dans les instances dirigeantes. Donc, justement, pas uniquement les conseils d'administration, les CODIR, les COMEX, aussi militer pour une plus grande équité dans la rémunération et avec une forte volonté de give back. On tient vraiment à ce que nos membres soient actifs et puissent aussi qu'on ne soit pas juste là en fait à faire de l'entre-soi, mais qu'on puisse aussi aider des femmes, que ce soit dans le milieu rural ou autre, qui ont un besoin d'autonomisation encore plus important que des femmes qui ont déjà leur carrière qui a avancé. Au sein de We4She, on a développé un outil qui est la charte du genre, de la diversité du genre, qui est la première charte du genre en Afrique, qu'on a développée et qu'on a déployée aujourd'hui au sein de plus de 220 entreprises africaines. En fait, We4She est... Merci. Ça, c'est un outil qui est pour nous vraiment notre fer de lance. On croit beaucoup aux quotas et à la nécessité des quotas. Ça ne veut pas dire que pour nous, les quotas ne sont pas importants, mais il y a d'autres associations au Maroc qui travaillent beaucoup sur le lobby réglementaire. Et donc, les quotas sont nécessaires pour avancer. Mais nous, on préfère aller sur des outils de soft law, engager les dirigeants, engager le secteur privé pour justement accélérer le changement et accélérer la diversité. Et donc, on croit beaucoup à l'engagement volontariste des dirigeants. Et pour nous, ça passe beaucoup par la charte. Pourquoi? Cette charte, alors, on l'a déployée avec l'Africa CEO Forum, qui est l'émanation du groupe Jeune Afrique. Donc, on s'appuie sur un réseau quand même très important. Et on a pu la faire signer à plus de 220 entreprises. Donc, c'est un engagement vraiment volontariste des dirigeants qui s'engagent sur 4 principes clés. Le premier, c'est la mixité dans le recrutement. Le deuxième, c'est la mixité dans le management et le COMEX. Ensuite, l'équité de rémunération et la mixité dans les conseils d'administration. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, que ce soit au niveau national, bon, on n'arrive pas encore à avoir des chiffres qui sont extrêmement satisfaisants. On a uniquement 2% de femmes qui sont CEO, à des postes de CEO. Mais l'avantage de la charte, c'est pas juste de faire signer des entreprises, c'est de les faire signer, de les faire adhérer et qu'elles s'engagent. Et quand elles s'engagent, on les incite à faire de la transparence et à communiquer leurs données de manière annuelle et justement dans une logique d'accompagnement, comme vous le dites, parce qu'on les accompagne pour recenser les statistiques. Et c'était intéressant parce que le 8 mars dernier, on a fait un événement auquel Chiara justement a participé, avec Marie-Christine également. Et on a fait une survey auprès des 220 entreprises signataires et on a pu recenser quand même des chiffres intéressants où on a vu que plus de 59% des entreprises n'avaient pas atteint la parité dans le recrutement et plus de 69% qui ne l'avaient pas atteint dans le top management. Et donc, on croit beaucoup à ces outils comme la charte pour accélérer le changement, dans un temps quand même où le Maroc, je tiens à le signaler, veut jouer un rôle modèle dans la région en matière de mixité. Depuis plusieurs années, Sa Majesté le Roi a inscrit la diversité comme dans le nouveau modèle de développement, qui a quasiment une valeur constitutionnelle, qui est vraiment... le modèle de développement selon lequel on déploie toute la stratégie nationale de développement. Donc le développement inclusif fait aujourd'hui partie des priorités nationales. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, Sa Majesté le Roi a lancé aussi une réforme de la Moudouana, du code de la famille, pour plus d'égalité justement entre hommes et femmes. On parlait tout à l'heure des crash tests dans les mariages, donc ça m'a fait rire parce qu'on est en train de revoir peut-être même l'égalité en matière de succession, ce qui serait une révolution dans un pays musulman. Et donc voilà. Donc je tiens quand même à rendre hommage à tout ce que fait le Maroc. Et je tiens aussi à signaler que même si parfois les chiffres au niveau macro peuvent paraître un peu faibles,
On a, au plus haut niveau de l'État aujourd'hui, on a des femmes au ministère de l'économie et des finances, comme ministre de l'économie et des finances, comme ministre de la transition énergétique, comme ministre de la transition numérique, et aussi la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines, qui est clé au Maroc. Et donc ça, je tiens à... Voilà. Donc on a des champions nationaux, que ce soit dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public. Et donc je trouve ça très encourageant qu'on soit à ces moments-là. Et je vais en parler après pour ma deuxième question. Ce sera pour la deuxième question. On a aussi des champions nationaux dans le secteur privé et des entreprises comme le groupe Managem avec Nawal Zine. Voilà, je tiens à le souligner. Qui est ingénieur et qui a gravi les échelons dans un secteur minier qui n'est pas du tout favorable aux femmes, et très tôt. Et Nawal me disait justement tout à l'heure que dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, on a 50% de femmes diplômées. Voilà, donc c'est quand même un très beau chiffre. C'est quand même un très beau chiffre pour des filières d'avenir. Et donc je crois beaucoup à la possibilité pour le Maroc et pour le continent africain d'accélérer le changement par ces initiatives privées. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Je pense que quand on se pose la question de comment on peut faire avancer la cause de l'égalité des genres, mais aussi de la gouvernance inclusive, il ne faut surtout pas oublier le secteur privé, qui est un secteur bien sûr extrêmement important pour faire avancer cette cause. Donc, pour mieux comprendre le rôle du secteur privé dans la question de la gouvernance inclusive, Madame Sueteman-Reinen, si vous m'entendez, j'aimerais vous demander de partager avec nous quelques exemples concrets de mesures prises par Aon Holdings pour accroître la représentation des femmes dans des postes de direction. Yes, thank you very much, Janina, and good afternoon to all of you. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. I'm very sorry I couldn't be with you today. Je suis désolée, je n'ai pas pu être des nôtres. Je n'ai pas pu voyager à Toulouse et j'en suis désolée. Afin de répondre à votre question, dans le secteur privé, il est très important de changer l'environnement. La base du changement dans une organisation est très importante. Le secteur privé doit s'adapter au changement climatique. As Aon Holdings, I think that a few things have been basic in the way we've approached Aon as a whole globally. Nous avons eu une approche particulière au niveau mondial. Le son, s'il vous plaît. Nous devons nous assurer tout d'abord d'avoir les fondamentaux corrects. Et ces fondamentaux, ce n'est pas uniquement la révision des politiques, mais également des infrastructures. Deuxièmement, il est important de s'assurer que l'on prenne des mesures. Les mesures, c'est la connaissance. Donc nous avons commencé à mesurer, par exemple, le niveau des femmes à des postes exécutifs. Ensuite, il est important de regarder quelle est la place des femmes dans la société. Il faut s'assurer que l'on sache répondre aux questions des clients et pour cela, il faut avoir des employés qui soient le reflet de la société. Et il est important d'accélérer la position des femmes. Voilà pourquoi c'est très important, pas seulement au niveau les plus élevés, au niveau de cadre. On parle de plafond de verre. Et
which implies the women who actually are supposed to go from their starters function to their first management function. Que les femmes aillent dans des fonctions de management. This is really an important thing to mention today as well, because women are being appointed at executive levels, but at the broken rung, the first step, management entry level, le still a lot to be done. pas, la première étape du management Last but not least, it's important to realize that our brand is a force for good, and that it's upon us as Aon, but also any other private sector company, to make sure that il est important de s'assurer que cela soit développé. Thank you so much for these important insights. I thank you for this. Je pense que nous sommes tous, ou plutôt maintenant toutes, d'accord sur le fait que pour faire avancer cette cause de l'égalité des genres et de la gouvernance inclusive, il faut impérativement qu'on travaille tous et toutes ensemble, femmes et hommes, et que le sujet de la diversité, de la mixité est extrêmement important. Madame Mayes, vous êtes en charge de la direction du Mazars Center for Diversity and Inclusion. Quel est l'état d'esprit, à votre avis, ou qu'est-ce que vous observez des comités exécutifs aujourd'hui concernant la mixité femmes-hommes? Merci pour cette question. Merci tout d'abord à Tatiana de Frankville, Sophie Ibora et Chiara Corazza pour cette invitation à ce bel événement. Alors, quand on plonge effectivement au sein des comités exécutifs, on entend différents types de commentaires qui permettent, d'après moi, de comprendre davantage ce qui est à l'œuvre et ainsi de pouvoir mieux répondre en offrant de meilleures solutions peut-être. Et donc je vous propose une plongée, justement, quelques citations, soit de PDG ou de membres de comités exécutifs que j'ai entendu récemment, que nous avons entendu récemment dans différentes discussions. Pour moi, la première citation la plus marquante, celle qui m'a vraiment marqué, c'était il y a de ça maintenant 1 an, c'était un grand patron d'un grand groupe industriel français qui me disait pour moi, la mixité, c'est le problème stratégique de loin le plus complexe à résoudre, car c'est celui qui a la composante personnelle, voire névrotique, la plus importante, puisque nous sommes tous un homme ou une femme. Donc cette citation m'a beaucoup marqué. Il plaçait la difficulté de la mixité au-dessus de la difficulté de tout autre sujet stratégique, finalement. Autrement, un autre PDG qui dit « Je n'ai pas nommé de femme au COMEX récemment car j'ai pris mes fonctions il y a 6 mois et je n'ai pas eu le courage de prendre des positions qui n'auraient pas été celles que tout le monde attendait. Celui-ci attendait depuis 5 ans, celui-ci menaçait de démissionner et j'ai donc cédé et je les ai nommés dans mon comité exécutif. » Un autre qui dit « Je n'ai pas nommé de femme récemment au comité exécutif car sortant de la crise, on s'est replié sur des choix qui étaient, aux yeux de tous, non risqués. Je n'ai pas senti mon COMEX suffisamment embarqué pour qu'il m'accompagne. Je ne me suis pas senti suffisamment soutenue dans cette voie qui était pourtant celle que l'on aurait dû suivre. » Une autre citation d'un autre PDG « Il faut qu'en tant que PDG, on comprenne personnellement et intimement quel est le process de décision d'une femme quand il s'agit, par exemple, de la proposition d'entrer dans un COMEX. Ce process de décision est très différent de celui d'un homme. » Et enfin, une dernière citation d'un PDG, que j'aime beaucoup, enfin la citation que j'aime beaucoup. Quand on me dit « il n'y a plus de place pour les hommes blancs de 40 ou de 50 ans », je fais répéter le commentaire et je réponds que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce commentaire qui consiste à dire, comme on l'entend souvent, il n'y a plus de place pour nous. Qu'est-ce que vous voulez dire en disant cela? Donc ça, ce sont des PDG. Puis dans les COMEX, les membres de COMEX qui ont des problématiques eh bien, de membres de COMEX, donc un peu différentes du CEO selon leur position. J'ai entendu récemment, mais au niveau du COMEX, il n'y a plus de charge mentale pour les femmes, parce que les femmes à ce niveau, elles ont suffisamment de moyens pour financer les nounous, etc. Donc elles n'ont pas de problème de présence et de disponibilité pour être COMEX.
Autrement, un homme qui me dit, membre de COMEX, d'un grand groupe industriel là aussi, lors d'une réunion de très haut niveau, à laquelle mon épouse assistait également, puisqu'elle est ingénieure dans la même société que moi, on lui a demandé où était le café. Cela m'a marqué à vie. Et ça a été le début de son engagement à cet homme-là. Un autre membre de COMEX qui dit, on n'arrête pas de se trouver des excuses. Ou alors, nous, au COMEX, on renvoie une image qui ne donne pas envie. Le côté boys club, le côté horaire outrancier. Déjà, ça ne donne pas envie aux hommes et ça donne encore moins envie aux femmes. Et ce que je vois enfin dans les COMEX, donc c'est juste un petit échantillon de ce que l'on entend, mais c'est que, eh bien, finalement, ils ont assez peu souvent l'occasion d'échanger sur le sujet de la mixité. Et ils disent on devrait parler de cela autant que de l'EBITDA parce que ça fait du bien et ça permet de trouver des solutions. Donc j'observe aussi une vraie méconnaissance des biais qu'il y a dans les process internes dans les entreprises. Ça c'est pas à 100%, mais je dirais 80% des membres de COMEX, c'est pas de la mauvaise volonté, mais ils sous-estiment totalement la présence des biais dans le recrutement, dans l'évaluation, dans les promotions. Et donc, en résumé, on voit qu'il y a un mélange de peur managériale de certains CEO qui n'osent pas prendre de positions très courageuses. Il y a parfois de l'ignorance, il y a parfois quand même de l'engagement et de la conviction chez certains qui sont du coup présentés comme courageux. Et il y a donc très souvent en fait plutôt un engagement qui n'est pas exprimé. Donc ces freins, concernant le leadership, ils sont extrêmement puissants comme on le voit. Il peut y avoir une envie du CEO par exemple, mais en fait une sorte d'empêchement lié à la conjoncture pour apporter davantage de mixité dans son contexte. Et si je puis dire, parfois, quand j'entends ce que je vous ai relaté, parfois on comprend ce qu'ils nous disent. On comprend bien qu'ils n'ont pas pu à ce moment-là le faire. Et donc, la seule manière de dépasser ces freins, c'est la contrainte exogène. C'est là que la loi Rixin revient dans toutes les bouches des dirigeants, et je le dis surtout beaucoup au niveau des CEO, parce que ça devient pour eux l'outil qui leur permet, enfin, sans peur et sans reproche, de s'autoriser à mettre le sujet sur la table, sans se poser de questions et sans être perçu comme anti-homme. C'est genre, c'est pas moi, c'est la loi, donc voilà, voilà. Donc ça n'est évidemment pas pour flatter Marie-Pierre Rixin avec nous aujourd'hui, mais c'est vraiment ce que j'entends de manière quasi quotidienne des PDG qui viennent nous voir, et c'est l'instrument finalement qui leur permet de nommer une femme à la place d'un homme, même celui qui a menacé de démissionner, même celui qui attend depuis 5 ans. Voilà. Puis enfin, peut-être la difficulté pour les dirigeants, pour moi, c'est cette ligne de crête sur laquelle ils sont en permanence, où ils évoluent en permanence, où on leur demande à la fois de lutter contre les stéréotypes, donc de se départir des stéréotypes qui empêchent de prendre des bonnes décisions, et de tenir compte toutefois des différences entre les hommes et les femmes. Et là, il y a vraiment de quoi s'y perdre, parce que quand on dit lutter contre les stéréotypes, on se dit, tout le monde est pareil. Non, en fait, on n'est pas tous pareils, parce qu'il y a certaines différences de comportement dans la prise de parole, dans l'évaluation, etc., qui font qu'on ne se comporte pas de la même manière en entreprise, et l'entreprise doit en tenir compte. Donc il y a cette ligne de crête-là, et puis il y a l'autre ligne de crête, c'est d'à la fois tenir compte, c'est-à-dire se réjouir des évolutions sociétales. Donc évidemment, les hommes, par exemple, prennent de plus en plus leur part dans la maison. Donc on imagine à terme, dans quelques, j'allais dire générations, je ne veux pas être trop pessimiste, mais en tout cas qu'il va y avoir une sorte de rééquilibrage. Donc ça, c'est la tendance, évidemment. N'empêche qu'en attendant, l'état d'esprit dans les entreprises, les positions, elles sont très loin de là. Donc on doit, se réjouir des progressions que l'on voit arriver dans la société, avec une diminution de la charge mentale qui va faire en sorte que les femmes auront davantage leur place. Mais finalement, cette évolution-là, elle n'est pas encore très concrète dans l'entreprise, et il faut en tenir compte. Voilà.
Merci beaucoup, vraiment très très eye-opening. Continuons maintenant, explorant les défis auxquels les femmes leaders sont confrontées. Madame Rixin, parlons-nous des défis spécifiques en France. Quels sont, à votre avis, les défis actuels pour encourager davantage les femmes à entrer en politique et à occuper des postes de décision en France? Alors la politique, c'est un monde en soi. Il y a la politique locale d'abord. On peut difficilement exercer des postes à responsabilité sans faire de la politique locale, et tout le monde peut en faire. Et donc ça implique de changer un certain nombre de codes d'abord. Et qui dit hommes et femmes politiques dit électeurs et électrices. Et donc, ça veut dire que chacun d'entre vous ici a une responsabilité également dans le corps électoral qui est le sien. Enfin, le corps politique, pardon, le corps électoral a une responsabilité dans les membres et le corps politique qui est le sien. Et donc, ça veut dire aussi que chacun autour de nous, on a une zone d'influence pour permettre de changer très concrètement les choses autour de soi. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de se dire que dans l'histoire du monde, les femmes ont occupé des postes de pouvoir. Je suis irrémédiablement et définitivement beauvoirienne. Et donc, vous me permettrez de dire que, évidemment, il n'y a pas de compétences qui sont propres aux femmes. Et loin de moi l'idée d'essentialiser les femmes et les hommes. Donc, je ne crois pas, vraiment, je ne crois pas, qu'il y aurait plus de paix dans le monde s'il y avait davantage de femmes leaders. Ça, j'y crois moins. En revanche, ce à quoi je crois, c'est que s'il y avait davantage de diversité et donc de mixité, peut-être en effet l'altérité, la singularité de chacun serait peut-être appréciée différemment, et on sait à quel point cela rentre en compte effectivement dans les climats de conflit et dans la manière de pacifier les relations individuelles et les relations également entre États. Donc, le défi majeur, c'est d'abord de convaincre les femmes de faire de la politique. Et donc de leur dire aussi que dans la violence que peut être le monde politique, parce que le monde politique est un milieu violent, mais il y en a beaucoup d'autres qui le sont, les femmes sont tout aussi armées pour y faire face. Donc ça signifie qu'il faut dire à la fois à des jeunes filles, à des femmes différentes, qu'elles sont équipées pour y faire face, parce qu'elles sont elles-mêmes confrontées dans leur vie personnelle, professionnelle, associative, à faire face à ce type de réaction. Donc d'abord, il faut s'impliquer dans la vie politique, il faut prendre goût ensuite à la vie politique, et puis il faut accepter le fait que faut accepter des règles avant de vouloir les changer. Et au fur et à mesure, on a vu notamment à l'Assemblée nationale en 2017, les femmes sont rentrées massivement à l'Assemblée nationale, des femmes différentes aussi, des femmes qui n'avaient pas forcément d'expérience de vie politique. Et les codes, évidemment, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, ont changé et ont marqué, je pense, assez durablement notre vie politique. Et puis parfois, le naturel revient au galop et puis il faut revenir dessus. Et enfin, le dernier point, j'étais précédemment à une autre conférence où on parlait de sexisme. Et je vois qu'il y a d'éminentes membres du collectif contre le sexisme. Et je crois que c'est important. Et de se dire, comme si il y avait une indignité au sexisme et que chacun et chacune d'entre nous ne souhaiterions pas être sexistes et avoir des pensées sexistes. Il faut d'abord reconnaître que le sexisme est en nous, parce que c'est culturel, et que moi-même j'ai parfois des pensées sexistes, et que ça c'est la première chose à faire avant de pouvoir prendre le sujet à bras le corps et de se dire que l'appréciation des uns et des autres, des femmes et des hommes dans différents corps sociaux, et y compris en politique, doit être appréciée à l'aune de notre histoire culturelle, de nos habitus. Donc, le dernier point serait de se dire
qu'il faut aussi que nous nous interrogions et se dire enfin que la politique est l'œuvre de toutes et de tous et que nous avons une responsabilité dans le fait de voir évoluer également la politique à la fois dans notre pays et puis à l'échelle du monde. Merci beaucoup. Très important d'entendre ça. Je vois que malheureusement le temps est déjà fini de notre session parce qu'on a finalement un peu moins de temps que prévu. Je vous remercie pour toutes vos contributions. C'était vraiment très inspirant pour moi. J'espère que pour vous aussi. Je pense que la conversation continue. Elle doit continuer. C'est impératif. Et on a encore beaucoup de choses à accomplir, mais je pense que nous sommes vraiment sur un bon chemin et il faut rester positif et continuer à ce que nous faisons toutes en ce moment. Merci beaucoup. Merci.